Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan Biblio Haul numéro 5 que je dois faire depuis un certain temps, mais il y a une des lectures que je n'ai pas faite et je me demande très sincèrement si je vais pas ramener le livre à la médiathèque et je le réemprunterai plus tard parce que j'ai pas le temps et que je vais arriver à expiration de mon délai de lecture, donc voilà. Donc le livre que j'ai pas lu, c'est Le Jardin Arc-en-Ciel d'Ito Ogawa et franchement je suis pas sûre de réussir à le lire. Donc je fais quand même le bilan parce que sinon je sais pas quand je le ferai et comme j'ai déjà une autre pile de médiathèque de livres empruntés, il faut que voilà qu'on avance un petit peu. Soit, donc je vais vous présenter les lectures que j'ai faites. Je vous remets en barre d'infos la vidéo où je présente les livres quand je les ai empruntés et là on va en parler assez rapidement parce que pour un certain nombre j'en ai beaucoup parlé en vlog et que je vais pas autant redévelopper le propos ici sinon la vidéo va durer 2 heures. Voilà, donc je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Premier livre que j'ai lu de ma pâle Biblio Haul, c'était L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel, dont je pense j'ai quand même beaucoup parlé en vlog. J'ai fait un très gros point parce que ça a été probablement un de mes plus gros coups de cœur jusqu'à présent de cette année. Alors il y en a eu quelques-uns, mais L'été où tout a fondu, vraiment ça a été vraiment très très puissant. Je vous refais quand même très rapidement l'histoire et je vous donne un avis très rapide. Dans L'été où tout a fondu, on suit une petite ville des États-Unis, je ne sais plus du tout dans quel état, mais peu importe. Dans cette petite ville vit Autopsy Bliss avec sa famille, et Autopsy Bliss est un procureur, il me semble, et un jour, à force de voir des affaires où il réalise à quel point le bien et le mal, qui sont des grandes notions qu'il pensait avoir acquis depuis longtemps, en fait sont beaucoup plus complexes que ça. Il décide d'inviter le diable à venir dans leur ville pour discuter avec lui. Donc il publie l'annonce dans le journal local et le lendemain, son jeune fils, Fielding, retrouve devant le palais de justice un petit garçon noir sorti de nulle part et il va le voir et le petit garçon lui dit qu'il est le diable et qu'il répond à l'invitation de son père. Donc voilà, ça c'est vraiment le pitch de base, vraiment de base de l'histoire. C'est ce qui se passe dès le début. Ensuite, plein de choses vont se passer, soit liées à Sal, qui est le petit garçon noir, soit liées à des choses incontrôlables comme la météo. Il y a une grosse canicule qui va arriver, qui va durer 4 ou 5 mois, enfin voilà. Plein de choses vont se passer suite, presque directement on dirait, suite à l'arrivée de Sal, et certaines personnes vont faire des corrélations ou pas. Je vais pas trop plus en dire parce que bon, c'est quand même un livre qui se découvre parce que tout se passe. Alors, il se passe des choses concrètement, mais tout se passe beaucoup dans l'écriture et c'est là où j'en viens au coup de cœur à mon sens, au-delà du sujet traité, c'est que l'écriture de ce livre est vraiment incroyable. Le narrateur, c'est Fielding. Fielding, il a 13 ans, comme Sal, et il est dans cet âge un peu de préadolescence où on commence un petit peu à grandir, mais lui, pour le moment, au début du livre, il est encore dans le côté très enfant de la préadolescence. Et du coup, au début, quand on commence à le suivre et qu'il raconte un petit peu tout ça, on a son regard extrêmement naïf sur les choses qui se passent, sur les choses qu'il entend, qu'il voit, qui sont dites, et ça crée un gros décalage entre la manière dont il raconte les choses et ce que nous on sait en tant qu'adultes et que l'on peut percevoir en arrière des événements qui se produisent. C'est vraiment très bien fait parce que parfois quand on a un narrateur qui est trop jeune, on a trop de choses qui sont pas données parce que voilà, on considère qu'il peut pas les comprendre et donc voilà. Là il y a vraiment une subtilité dans l'écriture qui fait que on a son regard hyper naïf qui donne une écriture qui est très légère, très avec une ambiance très particulière, très un peu dans le coton comme ça, très très confortable. Et en même temps, en tant qu'adulte, on arrive à extraire les infos pour comprendre ce qui se joue en fait derrière toutes ces choses. Là où c'est très intéressant, c'est que la narration au fil du livre va évoluer. Parce que Fielding va grandir, parce que Fielding va passer du stade enfant de la préadolescence au stade vraiment préadolescent, et que plein de choses vont évoluer, parce qu'il va voir, comprendre et entendre plein de choses aussi. L'autrice arrive à faire évoluer la narration dans ce sens, et petit à petit, le Fielding du présent, qui est un vieil homme, commence à de plus en plus souvent intervenir et poser un regard beaucoup plus sombre et beaucoup plus dur sur les événements du passé, à avoir des petites insertions comme ça. Vous savez, des insertions un petit peu prédicatives comme ça, où voilà, il vous dit c'est à partir de là que
tout s'est mal passé pour moi, enfin qui vous laisse entendre que bon bah, ça va pas se passer très très bien concrètement, même si vous ne savez pas quoi, et tout ça en fait, tous ces éléments vont changer petit à petit le ton de l'histoire. Ça m'a vraiment fait l'image, vous savez, de quand on met une goutte d'encre dans de l'eau et qu'on mélange pas, et que petit à petit ça se mélange et que l'eau finit par être totalement colorée. Bah là on est vraiment dans cette évolution là des choses, et c'est vraiment hyper bien fait. C'est assez, je suis vraiment admirative de cet aspect de ce livre, parce que je trouve que gérer sa narration, c'est certainement l'une des choses les plus difficiles quand on écrit, et c'est une des choses qui est qu'on voit enfin comment dire, on voit pas souvent une narration étonnante, vraiment bien faite, originale. Alors c'est pas forcément déplaisant, il y a des narrations classiques qui sont très bonnes, mais là il faut quand même admettre que c'est vraiment excellent. Donc ce Fielding du présent va raconter aussi des événements qui se sont passés entre, je crois que ça se passe dans les années 80 il me semble, donc entre les années 80 et le présent, donc des événements quand il a 18, 20, 30, 40 ans, etc. Un petit peu de manière chronologique, et qui vont nous donner des indications sur son état d'esprit, sur plein de choses de sa personnalité, et qui nous donnent le point de départ de ce qu'il était dans son contexte familial, dans son, voilà, dans son enfance, jusqu'à ce qu'il est devenu une fois vieux, et c'est vraiment très bien fait. Autre aspect que j'ai beaucoup aimé, enfin beaucoup aimé, relatif, mais en tout cas qui est très bien fait, c'est évidemment tout le traitement des questions concernant le racisme dans les États-Unis des années 80, je suis plus sûre, mais je crois que c'est 80, et le traitement de l'homophobie dans les années 80, puisque c'est un thème secondaire, mais qui est quand même traité. Et il y a beaucoup de choses dont on parle que moi j'ignorais, et qui m'ont choquée, très sincèrement. Enfin, choquée dans le sens où c'était assez déstabilisant, notamment autour de l'épidémie du sida, qui a quand même beaucoup sévi dans les années 80 aux États-Unis. Voilà, bref, je vous laisse vraiment découvrir ce livre qui était excellent. Alors, c'est sûr qu'on est sur ce genre de livre qui fait pleurer. Je ne trouve pas que les traits soient tirés pour faire pleurer. Je trouve que c'est la manière dont c'est fait, et bien fait, qui fait que tu pleures. Mais c'est pas un truc qui veut te faire pleurer. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas le ressenti que j'en ai eu. Je vous remets en barre d'infos le vlog où j'en parle, je pense, pendant au moins une vingtaine de minutes, si jamais ça vous intéresse. Le deuxième livre que j'ai lu, c'était Clara et le soleil de Kazuo Ichiguro, pour la lecture commune du Patreon de Paper Palace. C'est le livre qui avait été choisi pour le mois de février. Donc, dans Clara et le soleil, on suit en fait le personnage de Clara, qui est une AA, donc une amie artificielle, c'est-à-dire que c'est une intelligence artificielle dans un corps physique, androïde. Et en fait, l'objectif des AA, c'est d'accompagner un enfant, un pré-ado, un ado dans sa vie, d'être son camarade, voilà. Le concept de base est assez simple. Donc, on va suivre le personnage de Clara sur un premier quart tiers dans le magasin avant d'être vendue, et ensuite on la suit une fois qu'elle est vendue dans la nouvelle famille dans laquelle elle atterrit. Je sais pas très bien comment je vais pouvoir vous en parler, parce que c'était une lecture très particulière. Je vous dis tout de suite que c'est un bilan extrêmement mitigé, parce que j'ai été somme toute dans l'ensemble assez déçue de cette lecture, parce que beaucoup de choses sont lancées et que ça ne va pas jusqu'au bout, et qu'à plein de moments on croit qu'on a une piste et qu'on va explorer cette chose, et pas du tout. Et c'était vraiment très déstabilisant. Alors j'ai depuis mon premier avis que je vous remets en barre d'infos, eu celui de Marion, avec lequel je suis assez d'accord. C'est vrai que on épouse le point de vue de Clara, qui est très partiel parce qu'elle a peu de connaissances. Elle a à la fois beaucoup de connaissances de par le fait qu'elle soit une intelligence artificielle, mais en même temps elle a peu de connaissances concrètes et réelles de la vie. Donc c'est normal qu'elle pige pas tout, et que nous on n'ait pas tout non plus. Ceci étant dit, c'est donc pour moi un problème de narration, parce que même si ton personnage principal ne sait pas tout et te donne des choses un petit peu parcellaires avec un regard un peu biaisé, à un moment donné, il faut que tu donnes à manger à ton lecteur. Sinon, ton lecteur, il se barre. Voilà. Donc, et là c'est ce qui manquait concrètement. Il y a plein de moments où on saute des passages dans le temps, on saute des choses, et c'est vrai que la compréhension est assez difficile. J'ai bien adhéré au début avec le style de l'auteur, j'ai bien aimé toute la partie dans le magasin qui était très chouette, avec Clara qui, c'était assez lent le début, elle observait la ville, elle apprenait en observant, c'était vraiment sympa. Mais une fois qu'elle est dans la famille, voilà, je sais pas, ça s'est allé de mal en pis. Et comme disait Marion, et c'est vrai que moi je l'avais pas relevé, enfin, je l'avais vu dans le livre, mais je l'avais pas relevé,
tout l'aspect autour de la croyance, Clara elle a une espèce je vais dire de religion, mais c'est pas une religion parce que il n'y a pas un dogme, mais comment on dit, ésotérique, bon bref, il y a un aspect assez ésotérique assez important autour du soleil qui a à la fois du sens et que j'ai compris, mais qui en même temps, au final encore une fois c'est un fil qui est déroulé et qui amène à rien, donc je sais pas. Bon voilà, donc concrètement, je pense qu'il y avait un gros potentiel. Il y avait plein de choses qui étaient données, qui auraient pu être développées, qui auraient été passionnantes, mais il n'y a rien qui l'est vraiment. Et la fin, bon, je sais pas, la fin n'était pas incroyable. Même si, encore une fois, elle a du sens. C'est ça qui est un petit peu dommage. C'est que les choses ont du sens, mais que c'est la manière dont c'est amené qui fait que, pas plus, quoi. Soit, donc on passe à la lecture suivante parce que je vais pas m'étendre sur Clara et le Soleil vu que ça n'a pas été une grosse réussite. Ensuite, j'ai lu La Sourcière d'Élise Fontenaille, donc j'ai parlé aussi pas mal en vlog, qui est un format plutôt nouvelle, assez court, qui est de la littérature plutôt jeune adulte, et qui va parler d'une enfant qui est élevée par une vieille femme un petit peu dans la forêt, un petit peu excentrée du village, parce que sa mère, un soir, a débarqué à la porte de la vieille femme qui s'appelle la brodeuse et est décédée en couche, et que la brodeuse a pris sous son aile la petite, le bébé quoi. Et voilà, donc on va avoir pas mal de choses qui sont traitées dans ce livre qui sont hyper intéressants et notamment pour du jeune adulte je trouve. Les questions autour de la sorcellerie, autour des femmes libres, autour des différents types d'hommes et comment ils évoluent et comment ils voient les femmes, que ce soit des hommes qui sont clairement nocifs, violents, misogynes, que ce soit des hommes qui sont respectueux et plus jeunes, et il y a vraiment aussi un petit peu ce côté-là jeune et plus âgé qui est mis en avant, que ce soit des hommes repentis qui étaient de mauvaises personnes et qui ont compris que en fait on pouvait pas forcément traiter les femmes comme un objet qu'on déplace en fonction de ses envies et qu'on peut user et jeter à volonté. Donc il y a aussi cette question-là, et on a le grand méchant qui est le summum de tout ce qu'on peut imaginer de pire, qui va se retrouver plus ou moins confronté à notre jeune héroïne qui a, je ne sais plus, 18 peut-être, 20 ans, qui s'appelle Garance. Et il va y avoir aussi tout un aspect nature qui est développé, tout l'aspect sorcellerie avec des définitions proposées de la sorcellerie qui sont extrêmement féministes et intelligentes. On va avoir de la sororité, on va avoir vraiment, c'était un très très bon livre. Je regrette évidemment que c'était si court, mais en même temps pour un format jeune adulte qui est une histoire mais en même temps qui propose autant de réflexions, c'est tout à fait cohérent et compréhensible que ce soit pas trop long. Ça a un format conte, ça ressemble à un conte. Vous remarquerez d'ailleurs que le conte est souvent un format privilégié pour ce genre de réflexion auprès de la jeunesse et c'est très très bien. Et ouais, c'était vraiment hyper agréable, c'était très bien écrit, très bien écrit. Il y a une narration qui est très particulière avec des chapitres qui vont changer totalement de point de vue, qui vont épouser le point de vue d'un personnage ou d'un groupe de personnages, ou voilà, avec du coup une manière un peu différente d'écrire, de présenter les choses. Enfin, vraiment, c'était hyper riche. C'est vraiment ce genre de livre que je sais que j'aurais envie de relire parce qu'il y a plein de choses que je pense pas avoir saisies à la première lecture et qui étaient incroyables. Je vous recommande très très vivement la lecture de La Sourcière, même si vous êtes un adulte, parce que il y a pour moi matière à réfléchir, parce que ça se lit très bien, c'est très agréable, voilà, c'était vraiment excellent et je pense que ça se découvre et que c'est le genre de livre qu'il faut faire tourner. J'ai également lu en février le tome 2 d'Amari, dont je ne me rappelle plus le titre, de Bibi Alston, que je vous remets ici, qui est la suite directe du tome 1. On est un petit peu dans ce découpage à la Harry Potter, où on a un tome une année, alors pas exactement, mais c'est un petit côté comme ça quand même. Et donc dans le tome 2, qu'est-ce que je peux vous en dire qui ne spoilerait pas? Il se passe quelque chose qui oblige Amari et sa meilleure amie notamment à enquêter pour à la fois sauver le monde et puis à la fois se sauver elle, puisqu'Amari est toujours dans des histoires incroyables, la pauvre. C'était vraiment une très 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 chouette lecture. Comme je disais dans le vlog, et pareil, je vous remets en barre d'infos parce que je développe plus le résumé, etc. C'est très chouette parce que quand je lis Amari, et ça arrive pas si souvent que ça, j'arrive à le lire comme si j'avais l'âge cible. J'arrive à lire Amari comme si j'avais 12 ou 13 ans et j'arrive à me plonger dedans en oubliant un peu mes attentes d'adulte, et c'est vraiment hyper agréable. Ça arrive pas si souvent que ça, de moins en moins je trouve malheureusement, mais ouais, Amari me fait ça. Il y a un côté... vous savez, un peu le côté de... J'ai l'impression de lire de quelque chose que je connais parce qu'il y a une ambiance, parce qu'il y a quelque chose voilà, qui me rappelle autre chose, mais en même temps avec d'autres histoires, avec des personnages
originaux, je trouve, avec le personnage d'Amari qui est hyper intéressant, et avec le côté qui manque très souvent en jeunesse, des adultes qui disent aux enfants que ce sont des enfants et qu'il faut qu'ils ne fassent pas ce qu'ils font parce que c'est hyper dangereux. Et il y a ce côté un peu réaliste quand même qui manque souvent dans les livres jeunesse, où on rappelle aux enfants qu'ils peuvent faire plein de choses, ils sont compétents pour plein de choses, mais qu'il faut aussi qu'ils passent le relais aux adultes. Et voilà. Bref, c'était une très très chouette lecture. Je pense que c'est à mettre vraiment dans les mains des collégiens, parce que ça va proposer des réflexions en sous-texte, et encore en sous-texte, pas que en sous-texte, hein, même explicitement sur le racisme, sur la discrimination, sur le harcèlement, sur l'élitisme. Bref, il y a plein de questions qui sont posées qui sont très intéressantes, en plus de l'histoire qui est franchement plutôt sympa et qui se lit toute seule. Donc je vous recommande vivement la découverte et la lecture d'Amari, et si jamais vous n'aimez pas trop le jeunesse, eh bien de le faire découvrir à des ados, hein, je dirais à partir de 11 ans, tranquille, ça passe tout seul, donc voilà. En jeunesse, j'ai également lu le tome 2 de Maldoror qui s'appelle Le Prince Fauve et non pas le Roi Fauve, comme j'ai pas arrêté de le dire dans toutes les vidéos précédentes. Je vous remets pareil mon avis en porte d'infos puisque j'en ai parlé le samedi dernier en vlog. C'était une lecture qui était sympa. Donc dans Maldoror, très rapidement, on suit un groupe d'enfants qui se forment petit à petit au fur et à mesure des pages dans le tome 1, qui essaie d'empêcher l'ouverture des portes de Maldoror. Je suis pas sûre d'avoir très bien compris ce qu'était Maldoror, je suis pas sûre qu'eux-mêmes aient très bien compris, mais en gros, on a tous compris que si ça arrivait, ça puait, d'autant qu'il y a un grand méchant qui veut absolument revendiquer le trône de Maldoror et qu'il faut l'en empêcher. Et à côté de ça, on a un des personnages qui est le personnage le plus terre-à-terre réaliste et qui ne croit pas du tout à la magie, une des petites filles, qui est un génie du violon, qui a un violon qui coûte excessivement cher et que tout le monde veut lui voler et qui semble avoir un lien direct avec Maldoror. Donc on suit typiquement des groupes d'enfants qui se baladent à travers toute l'Europe et occidentale et orientale et qui vit plein d'aventures. C'est plutôt sympa, hein, ça se lit plutôt bien. C'est ça, ce petit goût, je pense, quand on est jeune, quand on est pré-ado, de la liberté qu'on aimerait avoir et ne plus avoir les adultes sur le dos et faire plein de trucs par nous-mêmes, et voilà. Ça a ce petit côté-là. Moi, ça m'a vraiment fait penser, alors je sais que c'est peut-être une analogie un peu foireuse, mais ça m'a vraiment rappelé quand j'étais petite et que je lisais le Club des 5 et qu'ils passaient leur temps à courir partout, à être totalement libres, à enquêter, à faire leur vie de manière, voilà, comme si les adultes n'existaient pas et les adultes n'étaient là que pour les nourrir de temps à autre, ce qui est plutôt cool. Et ça m'a un peu fait penser à ça, donc c'est plutôt sympa dans l'ensemble. Après, très franchement, je trouve que c'est compliqué. Je trouve que le niveau de lecture, à mon avis, est supérieur à 9 ans. Ou alors, peut-être que c'est parce que moi, j'ai pas tout compris, et que quand on est enfant, on comprend ce qu'on comprend, et ça a peut-être moins d'importance. Mais j'ai trouvé que c'était complexe. J'ai pas très bien compris tout ce qui était Légende de Maldoror. J'ai pas très bien compris plein de choses qu'ils vivent, plein de personnages secondaires qui viennent, vont et viennent, et qui sont plus ou moins des antagonistes. Il y a plein de trucs que j'ai pas compris. Il y a plein de trucs mélangés, il y a énormément de personnages, il y a énormément d'antagonistes, il n'y a pas qu'un antagoniste, il y en a plein. Il y a plein de groupes d'antagonistes qui travaillent pas ensemble et qui attaquent les enfants, et du coup ça complexifie encore la chose. Enfin, je trouve que dans l'ensemble c'est quand même assez complexe. Après, les aspects sympas, c'est ce que je vous disais avant sur les enfants qui sont libres et qui voguent au gré de, voilà, des déambulations voilà, de leur vie, quoi, qui suivent leur fil. Ça c'est sympa aussi de traverser toute l'Europe de la Sibérie jusqu'à Paris, c'est plutôt sympa, ça change un petit peu des univers plus classiques. Il y a un aspect magie qui pourrait être intéressant mais qui n'est pas franchement développé, un aspect magie avec les animaux qui aussi pourrait être intéressant mais qui n'est pas beaucoup développé. Et ce qui me déstabilise, c'est que je n'ai pas réussi à trouver l'info de savoir s'il y a un tome 3. Je pense que oui, parce que si ce n'est pas le cas, c'est extrêmement compliqué, parce que la fin n'est pas du tout claire, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas expliquées, et que, voilà, pour moi, il faut un tome 3 pour qu'on comprenne plein de choses qui ne sont pas du tout données. Voilà, donc vous comprendrez que c'était une lecture sympa, mais c'était pas non plus incroyable. Et puis, il y a plein de choses qui pêchent, donc à voir s'il y a une suite qui est proposée. Peut-être que mon avis évoluera à ce moment-là. En février, j'ai également lu L'épée de l'Ancillaire d'Anne Leckie, et pareil, j'en ai parlé en long, en large, en travers, en vlog. Je vous remets ça si jamais ça vous intéresse. Dans L'épée de l'Ancillaire, donc on est dans de la SF adulte, et on va suivre en fait le personnage de Break, qui est un ancillaire. Donc j'ai l'impression de passer ma vie à expliquer ce qu'est un ancillaire, mais
je pars du principe que tout le monde ne le sait pas. Donc un ancillaire, c'est une IA qui est implantée dans un corps humain, donc une personne voilà, qui a été faite prisonnière par exemple, et on garde les corps et on les utilisait, puisque maintenant c'est interdit, pour implanter des IA et avoir un petit peu une espèce d'armée parfaite avec des stocks inépuisables de corps, puisque ça demande zéro coût niveau production et zéro effort. Il suffit d'avoir des prisonniers, de les foutre en stase, et quand on en a besoin, on en décongèle un ou deux, on lui fout une IA et puis voilà. Donc voilà, c'est absolument parfait comme concept, parfaitement abject, mais très intelligemment pensé. Donc on est dans une espèce d'univers avec différentes planètes, et on a le maître du Ratch qui gère tout ça, qui est une espèce de gigantesque colonisateur, qui est un ancillaire puisqu'il a des centaines et plusieurs centaines de corps, et que du coup il est un petit peu indestructible. Et dans tout cet univers un petit peu comme ça complexe, on suit le personnage de Break qui, il y a, je crois, une vingtaine d'années dans le tome 1, a vu son vaisseau détruit et donc a perdu une partie d'elle, puisque les ancillaires, en fait, à l'origine, font partie d'un vaisseau et que tout est connecté. En fait, le vaisseau est une IA qui est connectée avec tous les corps ancillaires qui sont eux-mêmes des IA, et c'est comme si c'était une seule personne qui possédait 20, 30, 40, 60 corps plus un vaisseau, quoi. Donc Break a vu son vaisseau exploser et elle se retrouve seule avec un seul corps, ce qu'elle vit très très mal. Elle part pour une quête dans le tome 1. Après il se passe plein de choses, elle suit une quête, notamment une quête de justice, d'où le titre du tome 1. Voilà, je ne vais pas plus entrer dans les détails. Dans le tome 2, sans spoiler, on suit le personnage de Break à nouveau, qui a changé un petit peu d'objectif, oui et non, mais qui a un petit peu évolué dans ses objectifs, et qui part avec un vaisseau qu'on lui donne, qui part en mission sur la planète Atoek. Elle part sur Atoek parce que Atoek, c'est un petit peu la planète qui sert de champ de culture du thé, le thé est très très populaire auprès du peuple Ratchaï. Donc elle y va, elle part avec son vaisseau, avec 3 lieutenants, donc je vais pas trop en dire parce que je veux pas spoiler, et voilà, il se passe des choses sur la planète, plein de choses sur la planète, et je vous laisserai découvrir les aventures à proprement parler. Pour mon avis, j'ai adoré cette lecture. Je suis vraiment fan du personnage de Break, que je trouve être un des meilleurs personnages que j'ai vu, parce que je pense que c'est un personnage qui correspond tout à fait à mes attentes humaines. Alors vous allez dire c'est paradoxal, c'est une IA, oui, mais souvent les IA sont beaucoup plus humaines que les humains, mais soit. Elle est à la fois très très juste, avec une véritable volonté de justice, notamment de justice sociale. Elle est extrêmement intelligente et surtout elle a plein de qualités de cœur qui ne sont pas données à tout le monde. Elle est elle ne néglige pas les gens qui l'entourent, au contraire. Elle va tout faire pour aider si elle peut aider les uns et les autres. Et même une fois qu'elle a un statut un petit peu plus élevé, puisqu'elle est commandant de vaisseau, elle ne va pas, elle va user de son statut pour parvenir à ses fins, mais c'est jamais des fins qui sont à l'encontre des petits gens, quoi. Donc c'est vraiment très chouette, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Je trouve que, comme disait Marion aussi dans son bilan lecture, je crois, il y a un petit côté un petit peu humoristique parce que, et c'est un petit peu comme dans Journal d'un Assassins, comme la compréhension est pas toujours exactement calée sur celle des humains pour différentes raisons, il y a ce côté parfois un peu décalé qui est un petit peu humoristique, mais après Break, elle a quand même plus de 2000 ans d'expérience, elle a vu passer un nombre d'humains incroyable, et donc elle s'y connaît quand même. Et c'est ça qui était très intéressant, c'est que une de ses lieutenants est une adolescente qui a 17 ans, et il faut savoir que chez les Ratchaï, l'espérance de vie étant à plus de 150 ans, 17 ans, c'est vraiment, et encore quand je dis plus de 150 ans, en bonne santé, hein. Bref, 17 ans, c'est vraiment très 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 jeune, et on va avoir cette relation qu'elle développe avec ce personnage qui s'appelle Tissarwat, je crois, qui est hyper intéressante, et j'ai beaucoup aimé le traitement de l'adolescence dans ce livre, parce que le personnage n'est pas décrédibilisé parce qu'elle est adolescente, pas du tout. Mais en même temps, il y a des impératifs biologiques à l'adolescence, il y a des besoins et un développement en cours dû à l'adolescence, et c'est inhérent à l'adolescence, et c'est comme ça, et c'est normal. Et je trouve que Break traite ça très très bien, prend très bien en charge le personnage de Tissarwat, et vraiment c'était très intéressant. On parle de grandes thématiques hyper importantes comme la colonisation, le traitement des colons envers les colonisés, de l'esclavagisme, de l'hypocrisie de l'esclavagisme et du colonisateur. On parle aussi de santé mentale à différents moments, avec ce que je pense être un personnage qui est dans un état de stress post-traumatique, peut-être dépression.
On parle d'un autre personnage qui sort d'une période d'addiction aux drogues. Voilà, on parle de plein de choses, de plein de sujets à la fois sociaux, à la fois historiques pour nous, mais dans un contexte tellement différent qu'il est possible de faire un peu table rase de ces idées reçues qu'on a et de voir ça un petit peu sous un jour différent. Et c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment très bien traité. Je pense que Anne Leckie est une autrice très engagée dans plein de domaines et c'est vraiment génial. Voilà, j'ai beaucoup aimé les personnages. Moi, j'ai préféré le 2 au 1, contrairement apparemment à pas mal de monde, mais parce que je n'ai pas besoin de beaucoup d'aventures et de rebondissements, c'est pas quelque chose qui me porte énormément. Je préfère beaucoup un gros travail d'ambiance, un gros travail sur les personnages, que beaucoup d'aventures. Et dans l'ensemble, je trouve que c'est ce que propose le tome 2. Personnellement, j'ai préféré le 2. J'ai trouvé que c'était justement le fait qu'il y ait moins d'action peut-être permettait un plus grand développement des relations et des personnages, je sais pas. Mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé, notamment les thématiques traitées. Et puis je trouve qu'on voit Break un petit peu sous un jour un peu différent puisque son statut social est différent, son rôle est différent. Et que du coup, on lui laisse l'occasion de déployer son plein potentiel et de voir tout ce qu'elle est capable de faire. Bref. Donc c'est un livre que j'ai adoré, je vous recommande vivement de lire les chroniques du Ratch. Je vais prochainement, dès que possible, emprunter le tome 3 et le lire parce que j'ai vraiment très envie de savoir la fin de cette trilogie. J'ai très envie de voir où on va et comment ça se termine. Donc comme je vous l'ai dit, le jardin arc-en-ciel, c'est pas gagné, et l'atelier des sorciers, je vous avais raconté, je crois, dans le Biblio Hall, que j'avais emprunté le 9 et le 10, alors que j'en étais au 8. Et comme, depuis, il avait été emprunté, j'ai dû attendre, j'ai dû le réserver, et que depuis, il y a des problèmes à ma médiathèque d'informatique, je n'ai toujours pas le 8, donc je n'ai pas lu l'atelier des sorciers, et c'est bien dommage. Soit. Je vais maintenant vous laisser. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si certains éventuellement vous font envie. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite plein de bonnes lectures, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.